Après Gaza, l'Ukraine, c'est l'objectif que s'est fixé le faiseur de paix Donald Trump, mais la marche s'annonce plutôt haute. Alors le modèle, la méthode Trump est-elle transposable de Gaza à Kiev? Donald Trump est-il sous l'influence de Vladimir Poutine? Les Ukrainiens et les Européens ont-ils d'autres choix que d'en passer par le président américain? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Sylvie Bermann, bonsoir. Vous êtes ambassadrice de France. Vous êtes la première femme à avoir été en poste dans 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie. Vous êtes également présidente de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous avez publié vos mémoires en 2022 sous le titre « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate » et votre dernier livre, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite avec un point d'interrogation, est paru en mai dernier aux mêmes éditions Talendier que le précédent. Lucas Aubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en études slaves, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes spécialiste notamment de la Russie, mais aussi de la géopolitique du sport. Et vous êtes membre du Centre de recherche pluridisciplinaire multilingue de l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur notamment d'une géopolitique de la Russie, qui est parue en 2022, mais dont une édition augmentée et mise à jour paraîtra le mois prochain aux éditions de la Découverte. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro. Vous avez été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé de nombreux ouvrages, dont le dernier vient juste de paraître le 15 octobre, Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Et Cyril Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro. Et vous avez couvert à la fois la guerre en Ukraine depuis 2022 et la politique américaine depuis la réélection de Donald Trump. Alors commençons peut-être par ce passage qu'a voulu faire Trump de Gaza à l'Ukraine, porté par son élan. On a vu qu'il avait beaucoup apprécié les applaudissements universels reçus après la paix à Gaza. Est-ce que la méthode Trump, pour vous, Sylvie Bermann, a des chances de marcher de la même manière ou en l'adaptant en Ukraine comme elle a fonctionné sur Gaza jusqu'à preuve du contraire? Alors je pense que ça peut marcher, mais un jour, pas demain, probablement pas à Budapest, mais après tout, la diplomatie, c'est à chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier, c'est pas un coup. Ouais. Donc il est possible que ça marche, c'est à la fois, bon, pour Vladimir Poutine, c'est plutôt la carotte que le bâton. Comme la carotte n'a pas marché, c'est-à-dire la réhabilitation sur la scène internationale, le lever des sanctions et une coopération économique, mais il a commencé à agiter le gros bâton, comme on disait à l'époque de Theodore Roosevelt, qui est un de ses modèles, oui. Et il a utilisé la menace de fourniture de Tomahawks dont il n'a jamais eu l'intention, de concrétiser. C'était plutôt un appât vis-à-vis de Vladimir Poutine. D'une certaine manière, ça a marché puisque Vladimir Poutine l'a appelé. Alors ensuite, bon, on a l'impression que la girouette a changé. Le vent a fait tourner la girouette ou pas? Non, moi je pense qu'il a une méthode erratique, loufoque, iconoclaste. Tous les adjectifs sont possibles, mais il sait où il veut aller. Alors en même temps, il a du mal. Sur l'Ukraine, vous identifiez le cap? Oui, il veut un accord qui passera par une rétrocession de territoire, que ça plaise ou non. Alors on ne sait pas quel territoire, probablement pas ceux qui n'ont pas été conquis, ce qui est le problème aujourd'hui et la raison pour laquelle Vladimir Poutine ne peut pas accepter, parce qu'il veut tout le Donbass. Je pense que sur Zaporijjia, Kherson, bon, il y a une marge de négociation, mais il n'est pas mûr pour ça, parce que Vladimir Poutine est convaincu qu'il va gagner la guerre, c'est ce que lui disent ses généraux. Donc c'est pas mûr, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter, qu'il ne faut pas se rencontrer, et en fait, je pense qu'il est assez clair dans ce qu'il veut faire. Et par exemple, au Moyen-Orient, très rapidement, Blinken, le secrétaire d'État de Biden, est allé 11 fois au Moyen-Orient pour obtenir la libération des otages. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien.
Ouais. Et le seul qui a obtenu quelque chose, quoi qu'on en pense, c'est Donald Trump. Du côté de Trump. Isabelle Lasserre, vous avez vous aussi l'impression qu'il y a un cap qui est tenu, ou au contraire qu'on a eu un nouveau contre-pied, une nouvelle volte-face? Ça dépend des jours, mais je crois que... Au jour où nous parlons. Le cap qui est tenu, c'est la préférence russe de la part de Donald Trump, qui de temps en temps est perturbée, sans doute par l'influence de ceux qui, au sein de la Maison-Blanche, notamment tous les réganistes, lui demandent de s'engager davantage auprès de l'Ukraine, parfois des réactions européennes, et qui est perturbée aussi par la méthode qui consiste à essayer de renverser la table et de menacer les parties, surtout la partie ukrainienne, de l'apocalypse si elles ne se rendent pas. En l'occurrence, ça a été aussi le cas avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'on menace de toutes les foudres américaines pour essayer de faire se rencontrer les deux protagonistes. Je pense que la ligne de Donald Trump, et là c'est la même qu'au Proche-Orient, c'est éteindre le feu de la guerre. Oui. Après, peu importe, je pense qu'il a... Ce qu'il veut, c'est un cessez-le-feu, sur la ligne de front actuelle. La ligne est plus solide et plus engagée à long terme au Proche-Orient, où il ne s'agit pas seulement de faire cesser la guerre, mais il s'agit de creuser, d'étendre son succès du premier mandat, qui était les accords d'Abraham, et de les élargir à l'Arabie Saoudite, et vraiment de régler la paix au Proche-Orient. Tandis que sur le front de l'Est, il n'a pas du tout la même implication, il considère que c'est l'affaire de l'Europe, et ce qu'il veut, c'est que les armes se calment pour plus avoir cette espèce de dossier qui l'embarrasse à régler et pouvoir faire du business avec Poutine. Donc il y a beaucoup moins d'ambition politique, et c'est ce qui donne, à mon avis, sur le côté russo-ukrainien, plus cette impression de plus d'ératisme que sur le Proche-Orient. Lucas Aubin, la comparaison vous paraît pertinente. Côté Gaza, il y avait au moins un plan, en 20 points, etc. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que vous voyez un plan chez Trump, ou bien c'est le plan de Poutine? Pour le moment, c'est difficile de dire si Donald Trump a véritablement un plan. Et on a quand même la sensation qu'il se fait un peu balader, pardonnez-moi l'expression, par justement Vladimir Poutine, qui lui, pour le coup, en a un plan. Et celui-ci, je crois qu'il c'est toujours le même depuis le début. En fait, il souhaite une alternance au sommet du régime ukrainien pour avoir un dirigeant ou une dirigeante plus favorable à la Russie. Il souhaite une démilitarisation de l'Ukraine également. Donc ça passe justement par l'abandon de tout lien avec l'OTAN à un moment donné. Donc ça, c'est le plan de ça, c'est le plan à long terme. L'exigence immédiate d'accepter un cessez-le-feu à condition que l'Ukraine cède des territoires qu'elle n'a pas encore perdus militairement, c'est quand même mettre la barre assez haut. Oui, c'est bien trop. Et je pense que même Vladimir Poutine ne se sent pas forcément très à l'aise en fait avec cette situation, parce que pour lui, ce serait l'occasion finalement pour l'Ukraine de se remobiliser militairement, de se préparer, en tout cas le fait qu'il y ait un cessez-le-feu. Il se méfie du cessez-le-feu, c'est ce que... Oui, complètement. Je pense qu'il est sur une dynamique qui est plutôt favorable sur le terrain militaire, Vladimir Poutine aujourd'hui, même si, on le sait, il perd énormément d'hommes tous les jours, etc. Oui, et puis on a une carte qui montre que depuis un an, la Russie a gagné à peu près 1% de territoire ukrainien. C'est très peu. Plus. Donc, mais dans le même temps, d'un point de vue diplomatique, on a une Ukraine qui, elle, est plus en difficulté, qui justement cherche de temps en temps à récupérer l'aura de Donald Trump, là à un moment donné, puis ne l'a plus le lendemain, etc. Cette politique erratique finalement de Donald Trump, elle est assez compliquée à prévoir. Par contre, la constante, je crois, c'est que et Donald Trump et Vladimir Poutine se ressemblent sur tout un tas de points. Une sorte de verticale du pouvoir, une oligarchie qui les entoure, des objectifs clairs qui vont au-delà de leur territoire national. Et donc, de fait, il y a pour s'entendre. Il y a une compréhension mutuelle assez claire entre les deux hommes. Cyril Louis, la scène vendredi dans le bureau ovale où des échos qu'on a eus après, la discussion a quand même été assez vive, et où Donald Trump aurait essayé de faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte les conditions demandées par Vladimir Poutine. Oui, en fait, la méthode qu'il a employée à Gaza, pour autant qu'on comprenne, c'est qu'il a appliqué une pression très forte sur les deux acteurs, sur le Hamas par le biais de pays comme le Qatar, comme la Turquie.
et directement sur Benjamin Netanyahou en lui disant qu'il était maintenant temps d'arrêter les frais. Et c'est une chose qui est en fait assez rare dans l'histoire récente du conflit israélo-palestinien. C'est peut-être là où le Blinken dont vous parliez n'osait pas faire assez pression sur les dirigeants israéliens. Et le truc, c'est que s'agissant de la guerre en Ukraine, on a le sentiment que pour l'instant, il applique des pressions de façon très asymétrique entre ces deux interlocuteurs. Forte, voire très brutale avec Volodymyr Zelensky, comme on l'a vu au mois de février dernier lors de l'altercation dans le bureau ovale, et beaucoup plus mesurée avec Vladimir Poutine. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, il a fait flotter cette menace de livrer des missiles Tomahawk de longue portée à l'Ukraine. C'est vrai qu'on a aussi appris dans un article du Financial Times que les États-Unis avaient aidé de façon assez substantielle l'armée ukrainienne à mener des frappes de drones contre les infrastructures énergétiques en Russie, ce qui a pour effet de provoquer des pénuries de carburant, une hausse des prix en Russie, et dont on peut se dire qu'à terme, ça pourrait fragiliser le pays. Mais on voit bien aussi que dès que Vladimir Poutine décroche son téléphone, il parvient de manière assez efficace à amadouer Donald Trump et à le faire reculer. Oui. Vous avez parlé des relais les uns les autres au Proche-Orient. Clairement, le Qatar, la Turquie, l'Égypte ont aidé les États-Unis en faisant pression sur le Hamas. Est-ce que là, Trump aurait besoin, par exemple, du relais de la Chine pour faire pression sur la Russie? Mais ce n'est pas ce qui se passe, puisque la Chine joue dans l'autre camp, Sylvie Bermann. Oui, puis la Chine n'est pas véritablement en mesure de faire des pressions sur Vladimir Poutine. Vraiment ? On parle toujours de vassalisation, mais il n'y a pas de vassalisation. Il y a un partenariat inéquitable. D'après ce que je sais, à chaque fois, Xi Jinping dit à Vladimir Poutine qu'il devrait trouver une solution de dialogue. Mais vous savez, la Chine, à chaque fois qu'il y a un conflit, elle dit il faut trouver un accord de paix, il faut dialoguer. Ce sont des phrases toutes faites qui ne recouvrent pas toute faite. Mais si effectivement Donald Trump le voulait vraiment, il pourrait peut-être effectivement obtenir que la Chine intervienne plus fortement auprès de Vladimir Poutine. Mais la Chine est quand même engagée dans la guerre de plus en plus aux côtés de la Russie. Elle est engagée pas à 100%, c'est-à-dire elle fournit des machines-outils qui contiennent des biens à double usage et qui sont utiles à l'effort de guerre. Elle achète effectivement du pétrole et du gaz, mais elle n'a jamais reconnu l'annexion ni de l'Ukraine, ni de la Crimée, ni des territoires annexés par Vladimir Poutine. Dans le Donbass, oui. Donc elle ne soutient pas réellement la guerre, mais elle ne peut pas lâcher la Russie, parce qu'elle aura peut-être besoin de la Russie un jour. Mais pourquoi pas, effectivement, puisque les Américains avaient bien demandé, c'était l'époque de Biden, aux Chinois d'intervenir quand on avait craint que Poutine utilise des armes nucléaires tactiques après la prise de Kherson. Et la Chine l'avait fait, donc pourquoi pas ? C'est quelque chose que vous pensez imaginable. La semaine prochaine, il doit y avoir un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump. Est-ce que ça peut être un objectif de Trump d'essayer d'enrôler le président chinois ? Moi, je pense que c'est un de ses objectifs qui est une pure illusion. C'est-à-dire que depuis que tout le monde a dit la Russie va être la vassale de la Chine, cette alliance ne peut pas tenir, les deux puissances et les deux économies sont vraiment trop disparates, eh bien, en fait, cette alliance, cette coopération, plus exactement, et cette amitié sans limite n'a fait que se développer, au point de devenir assez forte. Et d'ailleurs, tout à fait récemment, il y a 15 jours ou 3 semaines, sont sorties des informations selon lesquelles Moscou et Pékin discutaient aujourd'hui d'une coopération, notamment dans le domaine des troupes aéroportées, en cas d'attaque militaire de la Chine contre Taïwan. Et on ne peut pas du tout exclure qu'un jour, l'aide de la Chine à la Russie, qui pour l'instant est payé de retour. Effectivement, se développe et devienne complètement ouverte. C'est-à-dire que la Chine se présente au début comme un pays neutre dans la guerre. En fait, c'est un engagement auprès de la Russie. Donc le plan de Trump, il a complètement
capoté là-dessus, qui était aussi l'espoir des Européens. Et d'ailleurs, entre Trump parenthèses, qui a déclaré, je crois, entre parenthèses, juste une phrase, si Trump fait monter la pression au Venezuela, c'est entre autres aussi pour lutter contre la présence et l'influence de la Chine et de la Russie qui vont grandissantes au Venezuela. Et Trump a déclaré aujourd'hui ou hier qu'il pensait que la Chine n'envahirait pas Taïwan. On est rassurés. On est rassurés. Lucas Aubin, pour vous, Trump ne peut pas tordre le bras de Vladimir Poutine ou ne souhaite pas, ou un mélange des deux? C'est difficile. Qui est vraiment dans la tête de Donald Trump aujourd'hui? Je crois que c'est très compliqué de le dire. Je pense qu'il aimerait bien avoir une victoire diplomatique sur le terrain, pouvoir dire qu'il a été un faiseur de paix à nouveau, entre guillemets, évidemment, comme il a pu l'être, entre guillemets, à nouveau dans d'autres terrains de guerre aujourd'hui. Très honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce qu'en plus, là, vous évoquiez Xi Jinping, mais en fait, Xi Jinping, je crois que son intérêt, il est dans une certaine mesure d'affaiblir également l'Occident, comme essaye de le faire Vladimir Poutine, donc le diviser, donc séparer d'une part les États-Unis de l'Union européenne pour avoir à affronter une entité qui a des difficultés à s'unir, l'UE évidemment. Donc je crois qu'il faut se souvenir quand même que Vladimir Poutine et Xi Jinping s'étaient rencontrés il y a 2 ans, je crois. Xi Jinping avait dit au moment de dire au revoir à Vladimir Poutine, nous vivons un instant comme il ne s'en est pas produit depuis des centaines d'années, en réalité. Donc il faut qu'on en profite. Et cet instant, quel est-il? C'est l'instant de l'affaiblissement, dans une certaine mesure, de l'Occident. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu, au profit de puissances non occidentales qui pourraient émerger, ou qui ont déjà émergé, évidemment. Que ce soit dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain rendez-vous entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest? Cyril Louis? Si on s'inspire de leur précédente rencontre à Anchorage, 15 août, il faut en tout cas l'aborder avec beaucoup de prudence. Sur le moment, ils ont affiché leur proximité, leur retrouvailles. Trump a fait assaut d'hospitalité et d'aimabilité et a offert tous les honneurs à Vladimir Poutine, et puis on a appris par la suite que la rencontre s'était pas si bien passée que ça, que Poutine, semble-t-il, avait même à un moment un peu assommé son interlocuteur avec des considérations semblables à celles qu'il avait développées dans les heures qui avaient précédé le début de la guerre en Ukraine sur l'histoire centenaire, séculaire de la relation entre la Russie et l'Ukraine. Et visiblement, il a fini par épuiser la patience de Donald Trump. Et puis, sur le fond, encore une fois, on a le sentiment que Poutine ne bouge pas, qu'il n'est pas prêt à transiger sur ce que sont depuis le début ses buts de guerre. Zelensky, lui, je pense, peut très difficilement renoncer à des territoires ukrainiens sans s'exposer à la colère assez légitime de son opinion publique. Et donc là, peut-être que la méthode Trump trouve ses limites. Ouais. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une déclaration de Donald Trump vendredi, justement, avant de recevoir Zelensky. Il évoque Anchorage et il y a quelque chose qui mérite d'être relevé. On l'écoute. We'll be talking about what took place yesterday with my phone call with President Putin. And I think that things are coming along pretty well. It began with Alaska, where I think certain guidelines were discussed, and we want to see if we can get this done. This was long ago into the Biden administration. I came here and we inherited this, and we'd like to see if we could finish it, end it. We want it ended. So many people have died in this war, and we're gonna get it ended. Alors, il y a eu des lignes directrices décidées à Anchorage. Vous êtes capable de les décrire? Oui. Je pense que oui, c'est précisément cet échange de territoires. Et d'ailleurs, il y a des cartes américaines qui avaient circulé. Non, mais échange. On parle d'échange de territoires ukrainiens. Entre guillemets, oui, de territoires ukrainiens, absolument. Mais de territoires conquis par la Russie dans la région de Zaporijjia et de Kherson. Oui, mais c'est des petits bouts de territoire. Bien sûr. Non, mais je ne justifie pas ça. Mais c'est de ça qu'il a été question, effectivement, à
à Anchorage, il y a une carte américaine qui a circulé avec une zone démilitarisée et avec un déploiement international qui ne serait sûrement pas la coalition de volontaires. Mais je pense que c'est de cela qu'ils ont discuté. Mais c'est un plan américain ou russe? Non, sur lequel, quand il parle de ligne directrice, c'est parce qu'il est assez d'accord avec ça, je pense. Simplement, la revendication de Poutine, et qui n'est pas digestible pour les Ukrainiens, c'est effectivement les 25 ou 30% du Donbass que les Russes n'ont pas réussi à conquérir, et c'est vrai que le front est complètement figé. Alors, il n'y a pas eu effectivement d'entente là-dessus, et il faut quand même reconnaître à Trump qu'il n'a pas accepté le plan proposé par Poutine, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a annulé le déjeuner et annulé la négociation qui était prévue sur la coopération économique. Donc il tient quand même... Ça c'était Anchorage. Votre sentiment, mais à mon avis, ça tourne autour de ça. Et ce qu'il a essayé de faire avaler à Zelensky à la Maison-Blanche, bon, il voulait que Zelensky cède là-dessus parce qu'il ne comprend pas l'intérêt symbolique pour l'un et pour l'autre, d'ailleurs, de cette partie du territoire. Oui, ça, il ne comprend pas du tout. Et, mais il a obtenu une chose de Zelensky, qu'il a dit à la suite, c'est qu'il acceptait un gel de la situation, non pas une reconnaissance de jure, mais une reconnaissance pour le moment de facto de l'occupation russe, et de travailler sur le gel de la ligne de démarcation. Le problème aussi, c'est que il n'y aura certainement pas une simple trêve ou un cessez-le-feu. C'était le cas plus ou moins de Minsk. Il y a eu ensuite des négociations 2014, pendant 7 ans. Et moi, je l'ai fait la dernière année puisque j'étais médiatrice de l'OSCE pour la mise en œuvre des accords de Minsk. Et personne n'en voulait. Donc, ce n'est pas possible. Si vous n'essayez pas de régler les choses en même temps, vous n'avez rien et vous êtes parti pour une situation complètement gelée qui conduit à un autre conflit. Est-ce que, Isabelle Lasserre, vous n'avez pas l'impression que malgré les blocages et le fait que ça progresse très peu sur le dossier ukrainien, la réconciliation bilatérale russo-américaine, elle, avance tout de même? La réconciliation russo-américaine, oui, sous Trump, elle a avancé. Il faut se méfier des mirages dans ce domaine, parce que Barack Obama l'avait fait avant, son reset, le redémarrage des relations avec Vladimir Poutine, et le reset s'est fracassé contre les murs rouges du Kremlin. Oui, ça et là, ils parlent. Les deux présidents, ils se retrouvent. Bien sûr, mais ils parlent, ils se retrouvent. Dans le coup de fil, par exemple, de vendredi, Trump a dit on a beaucoup parlé de commerce avec Vladimir Poutine. Alors, il y a plusieurs choses. C'est plus facile, sans doute, entre Trump et Poutine qu'entre Poutine et Barack Obama, parce que Donald Trump, qui lui-même abîme la démocratie aux États-Unis, ne s'offusque guère des libertés qui sont prises à Moscou avec la démocratie, et se fiche absolument éperdument que le président soit un président autoritaire qui mette tous ses opposants en prison. Et la gouvernance n'est pas un sujet, les droits de l'homme ne sont pas un sujet pour Donald Trump, donc ça facilite le dialogue. L'autre sujet, vous avez vraiment raison, c'est que Donald Trump veut éteindre la guerre, mais il veut faire du business, en fait. C'est ça qui l'intéresse quand même. Le prix Nobel de la paix et gagner du pognon, quoi, en gros. Et c'est plus facile avec la Russie de Vladimir Poutine, parce qu'elle est plus grande, elle est tenue, comme dit Vladimir Poutine, elle regorge de terres rares, de matières premières, et il y a des projets, en tout cas, ils en discutent verbalement, c'est-à-dire qu'il y a plus de projets économiques avec la Russie de Vladimir Poutine qu'avec l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Alors, après, tout ça peut s'enrayer encore dans 3 ans ou dans 4 ans, si Trump n'est plus là, vous voyez, parce que c'est des projets quand même à très très long terme. Et si un président un peu plus normal revient sous le détroit de Bering, revient à Washington, on aura quand même encore deux systèmes qui à nouveau vont complètement s'opposer, c'est-à-dire un système qui est quand même l'héritier du KGB, avec à sa tête un président ultra-autoritaire qui dérive vers la dictature et qui utilise les méthodes du KGB, et de l'autre côté une démocratie
libérale imparfaite sous Trump, mais qui pourrait peut-être se corriger après. Donc c'est difficile de lire l'avenir dans ces cas-là. Lucas Aubin, sur ces questions de coopération économique, ça vous paraît avoir un poids? C'est intéressant parce qu'en fait, on a deux diplomaties qui se font face, évidemment. La diplomatie du deal de Donald Trump, donc on cherche à nouer des accords commerciaux et avec l'Ukraine et avec la Russie, mais aussi avec les pays européens, et non pas l'Union européenne, mais les pays européens de façon individuelle, justement, parce que c'est ça qui l'intéresse, lui créer des ponts, et comme ça, c'est plus facile de discuter, c'est moins douloureux, entre guillemets, qu'avec une union qui serait plus forte, etc. Et en face de cette diplomatie du deal, on a la diplomatie du Messie, j'allais dire, de Vladimir Poutine, qui lui a une vision beaucoup plus à long terme, qui considère qu'il faut rallier les peuples slaves qui sont situés au Bélarus, en Ukraine, potentiellement du côté de la Moldavie, etc. Et donc qui a une vision qui est beaucoup plus long-termiste. Donc finalement, ces accords économiques, oui, ils peuvent être intéressants à un instant T, mais je crois que, de mon point de vue, ça ne tient pas sur la durée. Tant que Vladimir Poutine sera là, en tout cas, ça m'étonnerait qu'il abandonne ses objectifs, comme on les a dit tout à l'heure, qui sont justement d'essayer de faire en sorte que l'Ukraine change de posture, en fait, cesse de regarder à l'ouest, mais regarde davantage à l'est. Cyril Louis, est-ce que ce n'est pas un peu étonnant si les seules boussoles de l'administration américaine sont l'espoir d'un prix Nobel de la paix et l'ambition de faire du business d'autre part? Est-ce que ça suffit à bâtir une diplomatie cohérente pour la première puissance mondiale? Je ne sais pas si la cohérence de la diplomatie de Donald Trump est sa première qualité. Cela étant, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est inefficace. On a vu à Gaza qu'il avait réussi ce tour de force. Ça fait quand même 2 ans que l'administration américaine et d'autres... Le cessez-le-feu est fragile, il faut aussi le dire. Mais il envoie son gendre, son vice-président. Mais les otages sont libres. Mais il a quand même réussi ce tour de force de faire libérer les otages et de faire arrêter les combats. Alors en effet, vous avez raison, ça va... On part maintenant pour un travail en ce moment de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Pour essayer de remettre en place une solution politique qui soit viable. Et les obstacles sont évidemment très nombreux. Mais enfin, on ne peut pas lui enlever d'avoir réussi non, bien sûr. ça. Et s'agissant de l'Ukraine, je voudrais revenir sur une chose que Sylvie Berman évoquait à l'instant. Je ne comprends pas très bien, en fait... j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, mais qu'il n'y en est peut-être pas un, entre les 3 protagonistes de ces discussions sur le sort des territoires du Donbass. Je crois que Vladimir Poutine, lui, ce qu'il veut, c'est que Volodymyr Zelensky vienne à la table de négociation et dise « je reconnais que la Russie est souveraine dans le Donbass ». Or ça... Zelensky pourrait à la limite dire « ok, je reconnais que de facto la Russie occupe ces territoires », mais je ne le vois pas arriver et dire « je reconnais que l'Ukraine n'est plus souveraine sur le territoire du Donbass ». Mais ça, c'est la différence entre un accord de cessez-le-feu et un traité de paix. On est très loin de parler d'un traité de paix. Vladimir Poutine passe son temps depuis 3 ans à dire que ce qu'il veut, c'est traiter les causes profondes du conflit, et ça, c'est la cause profonde du conflit. Je pense, j'ai pas le sentiment qu'il soit prêt à se satisfaire en l'état d'une reconnaissance de l'occupation de facto du Donbass par l'Ukraine, par la Russie. Je suis complètement d'accord avec ça. Véritablement, pour Vladimir Poutine, l'objectif, il est beaucoup plus large que ça, en réalité. Donc, même vous avez évoqué le fait qu'il aimerait avoir Volodymyr Zelensky à la table des négociations. Moi, je ne suis même pas certain que c'est quelque chose qu'il accepterait, parce qu'en fait, il considère qu'il est plus légitime depuis qu'il n'a pas organisé les élections, pour toutes les raisons qui sont parfaitement valables, évidemment. Ça veut dire que Trump se trompe quand il dit « je suis convaincu que Vladimir Poutine veut un arrêt des combats, un arrêt de la guerre ». Sylvie Berman. Probablement, c'est-à-dire il veut un arrêt de la guerre, mais à ses conditions, c'est-à-dire une reddition de l'Ukraine. En même temps, Trump, qui reste l'homme le plus puissant au monde quand même, a des marges de manœuvre. Et il continuera. Si Budapest est un échec, eh bien, il remettra encore une fois l'ouvrage sur le métier parce qu'il y tient. Et puis, on verra comment les choses évolueront. Ça dépendra aussi de la situation sur le front, parce que pour le moment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'est pas favorable à l'Ukraine, même si la Russie n'arrive pas véritablement à faire une mais il tient percée. Quand même, l'Ukraine tient. L'Ukraine tient, mais elle est quand même en situation défensive. Oui, l'Ukraine tient. Alors, il y a autre chose qu'a dit Donald Trump, et qui finalement
est assez raisonnable pour lui, c'est dire vous n'avez qu'à déclarer victoire tous les deux. C'est-à-dire Vladimir Poutine, qui n'a pas d'opinion publique, peut décider du jour au lendemain ce qu'est la victoire. Et donc c'est pour ça que c'est difficile pour lui de lâcher le Donbass, puisque c'était un prétexte pour son intervention. En revanche, Volodymyr Zelensky a une opinion publique et effectivement c'est très difficile de lâcher. Mais vous pouvez considérer qu'il y a une victoire ukrainienne dans la mesure où ils ont maintenu leur souveraineté et leur indépendance, et où finalement ils ont gagné le soutien de l'Occident de manière générale, qu'il y aura une reconstruction et que finalement il y a un sentiment national ukrainien qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant. Donc de toute façon, à un moment donné, il faudra bien un accord de paix, et je pense que chacun peut définir la victoire qui sera contestée par l'autre. Sur les territoires, vous avez raison, on n'est pas obligé de dire que c'est de facto déjuré. Bon, il y a un territoire qui est occupé, mais encore une fois... La spécialité de Poutine, c'est les conflits gelés. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de règlement politique. Mais quand vous avez l'amorce d'un règlement politique, encore une fois, c'était les accords de Minsk, et discuté pendant 7 ans, finalement pour aucun résultat, je pense que c'est une très mauvaise solution. Lucas Aubin, vous pensez aussi que Poutine pourrait déclarer demain qu'il a gagné la guerre, et ça marcherait avec son opinion publique, il y a quand même tous ces blogueurs militaires, il y a tout un tas de gens qui sont, en tout cas en parole, encore plus extrémistes parfois que le président russe. Je pense que depuis le 24 février 2022, en fait, il a vraiment verticalisé son régime, contrôlé encore un peu plus les médias. C'était déjà le cas avant, mais là vraiment beaucoup plus. Il y a presque plus d'opposition médiatique aujourd'hui en Russie, donc finalement l'opinion vous la faites, évidemment. Donc ça, je pense que ce soit une victoire ou une défaite, Vladimir Poutine transformera ça, quoi qu'il arrive, en victoire militaire et diplomatique. Ça, c'est sans aucun doute. Maintenant, à quel moment il va vouloir s'arrêter? Moi, c'est vraiment la question centrale pour moi, parce que j'ai pas du tout la sensation qu'il soit à bout de souffle. Au contraire, même si bien sûr que l'économie russe est militarisée. C'est militarisé, elle a quand même elle des peut difficultés. Tenir dans la durée pour vous. Il semblerait que oui. En tout cas, quand vous avez un système vertical de ce type-là, où vous pouvez mobiliser les oligarques à un instant T, que la population est, disons, mobilisée aussi, quand même, dans ce discours militaire guerrier, plutôt contre l'Occident collectif, puisque c'est ça qu'a dit. Maintenant, on parle aussi d'Europe collective. On ne fait pas la guerre à l'Ukraine, en fait, on fait la guerre à l'Occident. C'est beaucoup plus large que ça. De mon point de vue, aujourd'hui, il a un certain nombre de cartes en main, effectivement. Après, ça ne sous-entend pas du tout que la guerre est terminée et gagnée pour lui, bien entendu. Isabelle Lasserre, vous avez écrit que Volodymyr Zelensky avait eu le talent de bien décrypter Donald Trump. Vous croyez qu'il n'a pas été repris à revers quand même vendredi dernier, une fois de plus, parce qu'on en est à, j'ai compté 6 ou 7 volte-face du président américain depuis janvier, depuis le 28 février, et la fameuse scène dans le bureau ovale. Est-ce qu'il a vraiment compris comment fonctionne le président américain? Oui, il a compris comment fonctionne le président, mais il est impuissant à le faire complètement basculer de son côté. Et en même temps, il peut pas protester davantage, parce qu'en fait, il dépend complètement de l'aide américaine. C'est-à-dire que si les Américains lâchent complètement l'Ukraine va perdre. Donc Volodymyr Zelensky est un petit peu coincé. Le problème, c'est que c'est pas qu'une question de... Pour revenir à cette histoire de territoire, à la limite, ils peuvent se mettre d'accord sur les territoires. Le problème, c'est que ce qu'il appelle les causes profondes du conflit, Vladimir Poutine, ça englobe aussi la question de l'OTAN et de l'élargissement de l'OTAN en 1997. La guerre de Vladimir Poutine, c'est une guerre à plusieurs facettes. Il y a l'Ukraine qui est la première facette. Ensuite, il y a l'OTAN et l'Union européenne, les États-Unis. Et ensuite, il y a la troisième facette qui est le Sud global et la projection d'un nouveau modèle dont la Chine et la Russie sont les maîtres, et qui est un modèle qui conteste la présence occidentale et le modèle occidental. Donc c'est une guerre beaucoup plus large, en fait. Et le problème, c'est que même s'ils se mettent d'accord sur la question des territoires, on tombe pile après la question
qui vient ensuite, c'est quelle garantie de sécurité. Et Vladimir Poutine s'oppose absolument à ce que l'Ukraine ait de véritables garanties de sécurité, c'est-à-dire qu'elle fasse partie de l'OTAN ou qu'il y ait un système aussi fort, qu'il y ait des troupes aussi solide que celui de l'OTAN. Or, là-dessus, Volodymyr, il peut céder un petit bout de territoire occupé, mais il ne peut pas céder là-dessus, puisque, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un cessez-le-feu et qu'il n'y a pas de garantie de sécurité suffisante, et ben dans 3 ans, Poutine, qui a reconsolidé son armée, revient à Kiev et fait tomber Volodymyr Zelensky. Parce que comme il a fait toujours... En 3 ans, l'Ukraine aussi peut se réarmer. L'Ukraine aussi peut se réarmer, mais oui, elle peut se réarmer, oui. Enfin, pour l'instant, c'est toujours Poutine qui attaque et qui, toutes les X années, lance des attaques contre les pays voisins. Donc c'est ça le nœud aussi de la question. Vous avez dit, si les États-Unis arrêtent vraiment d'aider l'Ukraine, l'Ukraine perd. C'est quelque chose qui est clair et net aujourd'hui? Ce que fournissent les États-Unis et qui est irremplaçable à ce stade, c'est le renseignement. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que l'Ukraine s'est défendue depuis le premier jour, parce qu'ils avaient averti des intentions du Kremlin, et également ils avaient averti sur l'attaque des forces spéciales à Gostomel, à l'aéroport de Gostomel, proche de Kiev, pour éliminer Volodymyr Zelensky. Ensuite, il y a eu une résistance ukrainienne, mais sans ce renseignement américain, il est probable que l'Ukraine aurait perdu dans les premiers jours. Quand les États-Unis ont arrêté de fournir du renseignement, les Russes ont pu récupérer la totalité de Koursk. C'est pas du tout un hasard. Et là, si ils ne le fournissent plus, c'est difficile. Et les Occidentaux et les Européens aujourd'hui qui disent on va aider l'Ukraine jusqu'au bout, il faut quand même savoir qu'en termes de fourniture d'armement, ça a diminué de 40% pendant l'été. Donc les Européens n'ont pas les moyens malgré leurs déclarations. Et en plus, un retrait américain entraînera forcément le retrait des alliés des États-Unis en Europe qui se diront oh là là, on ne met plus les pieds là sans notre protecteur américain. La question se posera pour l'Allemagne, ça c'est certain. Donc une division en plus des Européens. En plus, c'est-à-dire que c'est le moteur et c'est le chapeau protecteur, les États-Unis. Cyril Louis, sur le front, sur les fronts d'Ukraine, c'est clair et net aussi que sans le renseignement américain, sans les armes américaines, tout s'écroulerait assez vite ou... L'Europe fait des efforts depuis 3 ans pour essayer de reconstruire une industrie de défense. Et l'Ukraine bâtit elle-même une industrie de défense. Produit une industrie de défense autochtone. Et donc on peut imaginer ou espérer que dans 5-10 ans, ces pays seront capables de remplacer l'aide américaine, mais on n'en est pas là. Et donc là, je crois que le but des Européens et de Zelensky, c'est de gagner du temps, c'est d'éviter la dérive de l'administration Trump vers les positions de Vladimir Poutine, en essayant, réunion après réunion, non pas de le faire changer d'avis du tout au tout, parce qu'on voit bien, comme ça a été dit, qu'il a un tropisme, une sympathie pour les positions de Vladimir Poutine, qui fait que sa position n'est pas symétrique, mais pour le tirer par la manche et lui rappeler qu'il y a un certain nombre d'autres considérations qu'il doit prendre en compte. C'est ce qui s'est passé quand une dizaine de chefs d'État européens sont allés à Washington à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre pour le convaincre d'autoriser et de négocier auprès de Vladimir Poutine des garanties de sécurité, c'est-à-dire concrètement la présence de troupes européenne et même peut-être à la marge américaine sur le territoire ukrainien pour garantir un cessez-le-feu s'il venait à être conclu. Et sur le moment, Trump a dit bon d'accord, je vais essayer de vendre ça à Poutine. Et on voit bien que Poutine ne veut pas en entendre parler, donc on revient un peu à la case départ. Oui, alors je vous repose la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet Trump-Poutine dans les 2 semaines à Budapest, Isabelle? On n'est d'ailleurs absolument pas sûr qu'il ait lieu, parce que le dernier, le rendez-vous aujourd'hui entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov, les deux chefs de la diplomatie des 2 pays, qui étaient censés un petit peu préparer Budapest, c'est très mal passé. Et qu'à la fin de ce rendez-vous, la conclusion c'est
Rubio n'est plus sûr qu'il va appuyer le rendez-vous de Budapest. Donc on en est là. Ce qu'on peut dire avec assurance, enfin sans risque trop de se tromper, c'est que Volodymyr Zelensky, qui a envie de s'inviter, n'y sera sans doute pas, parce que Vladimir Poutine considère qu'il est illégitime et il ne veut pas parler directement avec lui. Et je pense qu'il est plus en pointillé que ne l'était le sommet d'Anchorage, parce que je pense que Donald Trump ne peut pas se permettre un deuxième échec comme l'était Anchorage. Et donc je pense qu'il ne sera maintenu que si Donald Trump a l'impression que Vladimir Poutine peut faire des concessions, ce qui est ce jour-là assez peu probable. La multiplication des sommets, ça fait monter les enjeux diplomatiques. Trump ne peut pas se permettre de donner l'impression qu'il se fait balader par Poutine. Surtout, l'impression qu'il ne doit pas donner, c'est que ça va être un succès. Après tout, que des chefs d'État se rencontrent, c'est plutôt positif, mais il ne faut pas effectivement créer des illusions. Maintenant, après ce qui s'est passé à Anchorage, Donald Trump a besoin d'afficher un résultat, peut-être pas nécessairement la paix, mais voir si il peut, il y a une négociation qui peut s'engager, si Poutine peut faire des concessions, mais ça reste difficile. Et je pense que Poutine ne voudra pas se trouver non plus dans la situation qui a été la sienne à Anchorage, avec un échec, et un échec pour la Russie, puisque Donald Trump n'a pas avalisé ce qui avait été discuté. Quant à Volodymyr Zelensky... Pour vous, c'est un échec pour la Russie. C'est vrai que en Europe et aux États-Unis, on a plutôt dit que diplomatie, Poutine avait été inflexible et que c'était un échec, une fin de non-recevoir pour Trump. Alors, en diplomatie, rien n'est noir ou blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, Poutine a gagné sur la scène internationale parce que c'est sa réhabilitation. Mais en même temps, il n'en est rien sorti non plus. C'est-à-dire qu'il a été inflexible, mais en contrepartie, il n'a pas obtenu cette coopération économique. Et quand même, le fait que Donald Trump annule le déjeuner, annule les discussions, c'est pas véritablement un succès pour la Russie non plus. Donc je pense qu'il faudra pouvoir afficher quelque chose pour cette réunion à Budapest. Et les Russes n'aiment pas du tout des réunions pas préparées, où on y va comme ça, alors que ça ne dérange pas Donald Trump. Et c'est pour ça que Rubio et Lavrov se sont rencontrés. Ils se sont téléphonés, je crois. Ils doivent se rencontrer. C'est difficile, la négociation avec Lavrov. Mais tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui peut en sortir, ils hésiteront à fixer le rendez-vous de Budapest. On va écouter ce qu'en dit Emmanuel Macron, qui en a parlé, je crois, lors d'une visite à l'étranger ces derniers jours. Sur la rencontre entre le président Trump et le président Poutine, je pense que c'est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. Et donc nous continuons d'avancer. La seule paix qui peut exister, c'est une paix robuste, durable, qui permet de répondre aux exigences du droit international et qui crée les conditions de sa stabilité. Nul autre n'existe et les Européens ont toujours été clairs sur ce sujet. On est dans les vœux pieux, là, Lucas Aubin, pour vous? Oui, complètement. On est dans les vœux pieux et c'est intéressant parce qu'en fait, évidemment que Emmanuel Macron est dans son rôle et il a tout à fait raison de rappeler ce qu'il vient de dire. Pour Vladimir Poutine, l'enjeu, là, ça va vraiment être d'utiliser d'une part la situation géographique, on est au cœur de l'Europe, évidemment, il va être potentiellement présent, etc. Et d'autre part, ça va être de distiller dans l'esprit de Donald Trump la petite musique selon laquelle, en fait, il a raison depuis le début et que Donald Trump peut bien le comprendre, puisque finalement, ces deux hommes sont similaires. Et donc, ces deux éléments mis bout à bout donnent cette impression, effectivement, que et les Européens et les Ukrainiens sont mis de côté parce que les deux hommes, Vladimir Poutine et Donald Trump, préfèrent largement les relations bilatérales aux discussions multilatérales. Cyril Louis, quand on voit la politique américaine en ce moment vis-à-vis de l'Amérique latine, par exemple, dans son jardin, comme on disait autrefois, tout ça, ce sont des arguments en faveur de laisser Poutine
faire ce qu'il veut dans son propre jardin d'Europe centrale et orientale. Oui, on a un peu l'impression en effet que les deux hommes partagent l'idée, Trump et Poutine, qu'il est temps d'en revenir à une politique de sphère d'influence. Chaque grande puissance étant maîtresse dans son arrière-cour. Donc en effet, Trump faisant la guerre en faisant fi de toutes les règles qui encadrent les relations entre nations contre les groupes de narcotrafiquants du Venezuela et d'autres pays. Et si on pousse le parallèle, Poutine serait libre de régler ses vieux contentieux historiques avec les pays qui sont ses voisins. Et c'est vrai que ça reflète un peu la symétrie dont on parlait tout à l'heure entre le traitement qu'il réserve à Poutine et le traitement qu'il réserve à Zelensky. On a le sentiment qu'il est plus à l'écoute des revendications basées sur l'histoire de Poutine que sur le respect du droit international défendu par Macron, par Zelensky et par les Européens. Ça en est fini de l'ordre international, Isabelle Lasserre? En tout cas, c'est ce qu'on a sous les yeux. Il y a deux choses, il y a l'ordre et le droit. L'ancien ordre international, il est en train de se casser la figure. Le nouveau n'a pas encore complètement... n'est pas encore émergé, donc là c'est un peu une phase chaotique de transition. Quant au droit international, parce que moi je vois la réunion de Budapest comme une provocation totale de la part de Trump et de Vladimir Poutine. Symboliquement, pour moi c'est la mort du droit international, c'est-à-dire qu'on a un président qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, des présidents qui ne font que défendre le droit international, et Poutine va faire son grand retour en Europe, personne ne va l'arrêter, et il va être accueilli en grande pompe par celui qui, en Europe, contribue à affaiblir le droit international, c'est-à-dire Orban, qui est contre l'aide à l'Ukraine et donc qui en fait proteste contre toute la politique de l'Union européenne oui. à l'Est. Si on est cynique, il y a une logique, c'est le meilleur ami en Europe de Poutine et de Trump. Oui, on est bien d'accord qu'il y a une logique de leur côté, mais si les Européens ne sont pas capables de faire capoter ce sommet, je ne vois pas ce qui reste, moi, de l'application du droit international. D'autant qu'il faut rappeler que Budapest, c'est le lieu... et en plus, Budapest, dernière provocation, c'est quand même le lieu du mémorandum de Budapest signé le 5 décembre 1994, qui, en échange l'Ukraine avait rendu ses armes nucléaires qui étaient son stock soviétique au moment où les pays sont devenus indépendants. La Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine, c'est d'ailleurs avaient le même régime. Et en échange, on avait promis à l'Ukraine qu'on garantirait sa souveraineté et ses frontières. Cet accord était signé par la Russie, qui a été la première à le violer, mais pas aussi par les États-Unis et par le Royaume-Uni. Puis après, la France et la Chine sont venus aussi rejoindre cet accord. Et puis il a été... en 2014, quand la Crimée a été annexée, on a fait comme s'il n'existait pas. Et alors en 2022, l'accord a été complètement déchiré. Donc quelle déception de la part des Ukrainiens. Ça explique pourquoi Volodymyr Zelensky, ce qu'il exige aujourd'hui plus que les territoires, c'est des garanties de sécurité crédibles. Il ne veut plus encore un accord complètement bidon qui en fait... voilà. Donc je trouve que vraiment, Budapest est une très belle provocation de la part des trois hommes. Sylvie Berman, sur le symbole de Budapest. Je partage ce que Isabelle Lasserre vient de dire, mais maintenant il y a aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que les Européens peuvent peut-être essayer de faire caboter une rencontre, mais quelle est leur contribution à la fin de la guerre ? Puisque les armes qu'ils fournissent sont insuffisantes et qu'ils sont hors jeu sur la négociation. Également parce que d'eux-mêmes, ils se sont interdits de parler à Vladimir Poutine. Parler à Vladimir Poutine ne veut pas dire être d'accord avec lui, céder à ses pressions, mais le fait est que quand ils ont une position, ils la font valoir auprès de Daddy, c'est-à-dire Papa Trump qui va représenter les Européens. Et donc on est dans une situation d'impuissance totale. On estime que l'aide nécessaire pour l'Ukraine, c'est 40 milliards d'euros ou de dollars par an. Et si ça retombe entièrement sur les Européens, est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable d'assumer ?
Lucas Aubin, ça vous paraît disproportionné ou... C'est difficile à dire à ce stade. Je pense que l'Union européenne a besoin de temps. On parle souvent de 3 ans. Donc, est-ce que le temps, on l'a aujourd'hui? C'est difficile à dire, parce que dans le même temps, on voit que Vladimir Poutine, lui, gagne du temps. On parle souvent de maître des horloges, alors parfois à tort d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est ce qu'il fait en fait avec Donald Trump, hein, quand il lâche du lest parfois, quand il retire la bride à un autre moment. Donc je crois qu'il faut aussi regarder d'un autre côté, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, ce qu'il gagne du côté ukrainien, il le perd aussi ailleurs dans l'espace post-soviétique. En fait, si on regarde d'un point de vue géopolitique et qu'on regarde le verre à moitié, il perd où alors? Il perd en Asie centrale, parce qu'on voit des pays comme le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan qui nouent de nouveaux partenariats, notamment du côté de l'Union européenne, des États-Unis, avec la Chine. Ils font ça à pas feutrer pour pas provoquer. On parle de diplomatie Moscou. de la dentelle. C'est comme ça. Mais on peut aussi dire, pour parler d'événements plus concrets, c'est le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine faisait le gendarme dans la région et gardait son influence à la fois du côté arménien et du côté azerbaïdjanais. Force est de constater que c'est plutôt la Turquie, en fait, qui là a joué un rôle très important en justement en soutenant l'Azerbaïdjan. Donc finalement, Vladimir Poutine échoue dans une certaine mesure à devenir un modèle comme il l'aurait aimé dans l'espace post-soviétique. Et donc oui, il conserve une influence actuellement en Ukraine, mais il la perd petit à petit ailleurs. Ce qu'on voit probablement, c'est que Donald Trump cherche en général toujours le plus court chemin vers la paix. Est-ce que c'est Poutine qui lui offre ou est-ce que c'est Zelensky? Poutine demande des territoires supplémentaires. Zelensky est prêt à cesser le feu sans condition. On pourrait penser que Donald Trump voit le plus court chemin vers ce qu'il appelle la paix, c'est-à-dire un arrêt des combats, plutôt dans le camp de Zelensky, non, Isabelle Lasserre? Non, il n'y a pas un illogisme dans la posture de Trump de passer par les conditions de Poutine plutôt que de pousser, de soutenir la posture de Zelensky qui dit simplement « moi je veux un arrêt des combats sur la ligne de front actuelle ». Oui, mais enfin, en théorie, oui, tout pousserait le leader de la première puissance mondiale qui jusque-là était encore une démocratie, etc., à soutenir un père, c'est-à-dire un démocrate qui lutte pour la liberté et qui a été agressé. Donc là, vous êtes en train de dire qu'il est sous influence? En tout cas, la question se pose. Elle se pose depuis le début, même si on n'a pas tous les détails de cette influence. Mais il y a aussi le fait que... Les bras vous entendent. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, les exigences de Poutine sont beaucoup plus importantes que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste les territoires, c'est aussi le départ de Volodymyr Zelensky, la soumission de l'Ukraine. Et ça, c'est quand même très difficile, même pour Donald Trump, d'accepter toutes les conditions de Vladimir Poutine, que c'est sur la qui sont table complètement des discussions maximalistes. Ah bah bien sûr, la soumission de l'Ukraine, c'est sur la table des discussions actuelles. En gros, Poutine dit à Trump, si vous voulez une solution rapide de ce conflit, débarrassez-moi de Zelensky, c'est ça? C'est pas comme ça, c'est pas aussi caricatural que ça, mais vous voulez dire que je suis pas un bon tout le monde sait quels sont les objectifs de Vladimir Poutine en Ukraine. Il ne veut pas perdre le contrôle de l'Ukraine. Ouais. Il est prêt à mettre, sans doute, entre parenthèses, une partie de ses objectifs, s'il n'a pas les moyens militaires, de les avancer demain. Mais c'est pour mieux réchauffer le conflit dans 3 ans ou dans 4 ans. On ne le voit pas s'arrêter. Donc c'est plus facile pour Trump de faire pression sur Zelensky. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'autre, il ne bouge pas. Cyril Louis, votre analyse? Non, mais de toute façon, Poutine, il a probablement intérêt à mettre sur la table un maximum de revendications et donc à rappeler... Même s'il complique la solution que cherche Trump à court terme. Oui, parce que Trump, au bout d'un, s'il veut imposer une solution, il sera obligé de rechercher une espèce de juste milieu entre ce que demande l'un et ce que demande l'autre. Ouais. Et donc, plus Poutine l'emmène vers ces vieilles marottes, faire reculer l'OTAN sur son flanc oriental, en effet démilitariser l'Ukraine, remplacer le régime qu'il qualifie de fasciste à Kiev, plus
plus le point d'Archimède, s'il arrive à le trouver à un moment, sera proche des préoccupations de Poutine et de ses revendications. Bon, un quiz, par oui ou par non, vous pensez que Trump va arriver à obtenir une trêve en Ukraine, Sylvie Berman? Pas demain, mais je pense qu'il obtiendra un résultat un jour, oui. Cyril Louis? Probablement pas à Budapest à court terme. Isabelle Lasserre? Pas aujourd'hui. Lucas Aubin? Pas aujourd'hui non plus. Pas aujourd'hui non plus. Merci pour votre optimisme à tous les quatre. Le sujet n'est donc pas clos, nous y reviendrons dans une autre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.